Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 24 juin 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. 2 personnes ont été tuées le mercredi nuit au village de Fontio, c'est dans la région de Tillabéri, par des individus armés non identifiés, probablement des terroristes venus sur des motos. Réaction d'un des membres des familles des victimes dans ce reportage signé Ismaël Momouni. Situé dans la commune de Terra, le village de Fontio est devenu la cible des personnes armées non étatiques. Ces attaques avec ces multiples morts plongent ainsi les habitants de ce village dans le désarroi. Je n'ai pas seulement perdu un oncle, j'ai perdu un cousin aussi. Hormis cela, ça c'est la dernière attaque avant-hier. Mais avant cela, le jour de la fête, le 12 mai précisément, il y avait eu 5 de nos parents qui ont été tués à Fontio par des personnes armées inconnues. Et avant-hier, ils ont récidivé, ils ont encore tué 2 personnes, dont Ousseini Youssouf Boulouedou, qui est un enseignant, et Ousseini Mahmoudou, qui est un inspecteur de police à la retraite. Ils sont allés directement trouver ces personnes-là parce que leur maison n'était pas loin, Ousseini et Youssoufou. Ils les ont tiré des balles dans la tête et ils les ont assassinés. Ils sont partis avec du bétail. Pour le moment, nous n'avons pas la situation exacte des blessés, mais ceux dont nous sommes sûrs, c'est les 2 morts qui ont été enterrés déjà à Fontio. Ce qu'il faut préciser, c'est que Fontio est actuellement encerclé par l'eau et nous n'avons eu... Fontio est exposé aux attaques des personnes qui viennent de la zone des 3 frontières. Actuellement, les populations sont en déplacement. Seules les personnes qui ont encore... Quelques personnes sont restées au niveau du village. Les populations sont en déplacement. D'autres sont partis vers le Burkina. D'autres sont partis à Dolbel. D'autres sont en train d'arriver à Terra. D'autres sont même arrivés à Niamey. Il faut préciser que vraiment le village est actuellement presque vide. Face à cette situation dramatique, les ressortissants de ce village dressent ce cri de cœur à l'endroit du père de la nation. Le président de la République a pris l'engagement de faire retourner chacun chez eux, d'assurer la sécurité de toutes les populations. Nous demandons au président de la République de bien vouloir accompagner cette population du Gorwol en général, mais de Fontio spécifiquement, parce qu'actuellement le village est en train d'être vidé. Les gens ont semé la semaine passée, ils sont en train de quitter leurs terres. Ils sont en train de se déplacer par manque de sécurité. Et nous lançons un cri de cœur au président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, qui, nous savons, a cela en cœur, de prendre la sécurité, d'assurer la sécurité des populations, de bien vouloir faire en sorte que la Fontio soit sécurisée, pour que les populations puissent cultiver leurs champs et pour qu'elles puissent continuer à vivre dans leurs terres. La psychose a conduit les habitants du village de Fontio à quitter leurs terres. Pour rappel, ce village a été attaqué 2 fois, et cela à l'espace de 40 jours. Affaire Sadata Ilia Damalama, acteur de la société civile nigérienne, État du Niger. La Cour de justice de la CEDEAO a enfin tranché. Elle a condamné l'État du Niger à verser 50 millions de francs CFA à l'acteur de la société civile de Zandera. Sadata Ilia Damalam, il faut le rappeler, a été incarcéré à la prison civile de Matamei à la suite de la manifestation de 2018 contre la loi de finances 2018. Une décision qui doit servir de leçon à l'État du Niger selon l'avocat de l'acteur de la société civile, Maître Boudal Efrat, que je vous propose de suivre. 1. Constate la violation du droit à la liberté de réunion du requérant, c'est-à-dire de Sadat Ilia, par l'État du Niger, prévu aux articles 11 de la Charte africaine et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Constate la violation par l'État du Niger aussi du droit de Sadat Ilia à la liberté d'expression, prévu aux articles 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclare que l'arrestation et la détention de Sadat Ilia Damalam par l'État du Niger était arbitraire et illégale en vertu des articles 6 de la Charte africaine et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Constate la violation par l'État du Niger des obligations prévues aux articles 1er de la Charte africaine et 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En conséquence,
Concernant la libération du requérant, constate d'abord qu'il est libéré, mais même s'il ne l'était pas, la Cour demande de le libérer immédiatement. Ordonne à l'État du Niger de payer la somme de 50 millions de francs CFA à M. Sadat Ilia Damala à titre de réparation des préjudices immatériels qu'il a subis par la violation de ses droits. Vous allez me demander, il y a combien de Sadat Ilia Damala dans ces pays? Des personnes gardées en prison 2 mois, 3 mois, 4, 6 mois, finalement on finit par un non-lieu. Et puisque nous, les Nigériens, certains ne connaissent pas leurs droits, vous allez constater que la personne qui a été gardée privée de sa liberté pendant 6 mois, après, il obtient un non-lieu, il considère que c'est la chance de sa vie. Il ne passe même pas par le rond-point de justice. Pour lui, les juges vont les voir par la fenêtre et les rappeler. Il est grand temps que les Nigériens comprennent que l'État ne peut pas être bandit. Il y a des règles de la République. Il est grand temps qu'on apprenne aux uns aux autres que l'État du Niger ne souffre pas de l'indélicatesse de certains agents maladroitement tapis et qui, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas dans leur patrimoine. Cette condamnation, aujourd'hui, ce n'est pas dans leur patrimoine. C'est l'État du Niger qui continue. Ça ne dérange pas, vous allez me dire certains, puisque la fibre républicaine, c'est pas la chose la mieux partagée. Mais cet arrêt est hautement significatif. Et c'est d'autant plus que la Cour de justice de la CEDEAO ordonne à l'État du Niger de lui soumettre dans un délai de 3 mois, à compter de la notification du président, un rapport sur les mesures prises pour exécuter ces décisions. Rendez-vous donc à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de ce point de presse de l'avocat de Sadat Ilia Damalam, Maître Boudala Efreda. Le président du mouvement dynamique citoyen, Anas Jibrila, a exactement aujourd'hui 3 mois de détention à la maison d'arrêt de haute sécurité de Koutoukale. 90 jours donc privé des visites de ses proches et même de ses avocats. Ce jeudi, ses camarades du mouvement dynamique citoyen étaient face à la presse pour exiger une fois de plus la mise en liberté provisoire de leurs camarades. Je propose de suivre Garba Damna, il est membre du mouvement. 90 jours dont le camarade président du mouvement dynamique citoyen n'a dans un premier temps accès ni à ses avocats, ni à sa famille, ni à ses camarades. Et ce que nous avons dénoncé dans un premier temps, et suite à ça, nous avons saisi la Commission nationale des droits de l'homme. Et nous avons effectué une mission avec la Commission nationale des droits de l'homme au niveau de la prison de Haute-Carré de Côte-Allée, réservée exclusivement, je le dis bien, non seulement pour des criminels, des terroristes et des coupeurs de grandes routes. Et avec la commission, nous avons constaté qu'effectivement, l'état de santé du camarade est dégradant. La commission avait produit un rapport et suite à ça, nous n'avons pas eu de suite. C'est par la suite que le consortium d'avocats avait rédigé une demande de mise en liberté provisoire le 2 juin. Et avec tout ce qu'ils ont comme élément par rapport au camarade président. Mais comme la dernière fois nous l'avons dit, pour nous le camarade allait être libéré. Mais dans notre optimisme naïf, la demande de mise en liberté provisoire du camarade président Anas Jibril a été rejetée. Et à preuve du contraire, nous ne savons pas les réelles motivations du juge, du doyen des juges d'instruction. Monsieur Bazoum, la dernière fois, avait convoqué les acteurs de la société civile par rapport à ces prises de contact qu'il est en train d'effectuer avec les différentes structures. Lui, il fait des rapports avec la société civile. Au moment où il a besoin de ces bons rapports avec la société civile, plus de 400 détenus sont incarcérés dans les différentes prisons au Niger, juste pour leur opinion. Et nous pensons que si réellement ce monsieur veut de bons rapports, des rapports civilisés avec les acteurs de la société civile, la moindre des choses, c'est de libérer ces détenus politiques et ces leaders d'opinion. Nous avons jugé utile
de rappeler à l'État que même Amnesty International, qui avait rebondi sur le cas, c'est parce qu'il avait constaté que la loi sur la cybercriminalité, cette loi liberticide, je le dis bien, cette loi qui, à vrai dire, ne vise que les acteurs de la société civile, cette loi, à son article 31, qui ne vise que ceux qui s'élèvent pour dire non, cette loi qui veut faire taire toute voix discordante est une loi liberticide. Et nous combattons farouchement cette loi. Et nous demandons aussi l'élaboration pure et simple de cette loi. Nous demandons à ce que l'État puisse créer les conditions, à ce que notre camarade président, Anas Djibril, président du mouvement dynamique citoyen, puisse ne serait-ce qu'avoir accès à son avocat, à des soins, éventuellement son transfèrement. C'est ça que nous demandons pour le moment. Garba Damana, membre du mouvement dynamique citoyen de Anas Ibrahim, un mouvement qui était face à la presse ce matin pour exiger la mise en liberté provisoire, entre autres donc de leur camarade Anas Djibrila qui est gardé à la prison de haute sécurité de Koutoukali. Puisque nous parlons de droits humains, parlons-en avec cet atelier de formation et d'échange sur le mécanisme national de prévention de la torture. Un atelier destiné aux magistrats, aux forces de défense et de sécurité, mais aussi aux organisations de la société civile des régions de Difa, d'Agadez, de Maradi et de Zender. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de notre correspondant Ben Salah Moussa. Cet atelier a l'intention des magistrats, des forces de défense et de sécurité et des organisations de la société civile vise à renforcer les capacités de la CNDH à accomplir efficacement ses nouvelles prérogatives en tant que mécanisme national de prévention de la torture. C'est également l'occasion de prendre connaissance et d'approprier davantage le cadre légal national de protection contre la torture et les principales dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le mécanisme national de prévention de la torture ne peut que bénéficier d'une coopération avec le gouvernement et la société civile, notamment du point de vue de l'accès aux informations pertinentes, en particulier celles fournies par les ONG locales, par l'entourage des personnes privées de liberté, ainsi que par les autorités. Ces relations avec les différents acteurs précités permettent au MNP de réagir aux alertes précoces ou à des crises imminentes et de contribuer ainsi à éviter les abus. En adhérant à la Convention contre la torture le 5 octobre 1998 et à son protocole facultatif le 7 novembre 2014, le Niger s'est engagé à prendre les mesures nécessaires afin de lutter et prévenir sur son territoire les actes de torture et autres peines de traitement cruels, inhumains ou dégradants. C'est dans cette optique que le Niger a reçu du 29 janvier au 4 février 2017 la visite du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le SPT. Cette visite avait pour objectif d'évaluer les progrès accomplis par le Niger et les défis auxquels il est confronté dans le cadre de l'application de la Convention contre la torture et son protocole. Comme manifestation de cet engagement politique à lutter contre la torture, le gouvernement du Niger a, à travers la loi numéro 2020-02 du 6 mai 2020, élargi le mandat de la CNDH en lui attribuant le mécanisme national de prévention de la torture qui ont essentiellement 3 rôles à remplir. Premièrement, les MNP surveillent régulièrement le traitement réservé aux détenus à travers des visites dans tous les lieux de détention. Deuxièmement, ils formulent des recommandations, des propositions et des observations à l'État partie concernant la législation en vigueur ou en cours d'élaboration. Troisièmement, les MNP communiquent et échangent des informations avec le sous-comité.
Cet atelier est organisé par la CNDH avec l'appui technique et financier du Haut Commissariat aux droits de l'homme, Bureau du Niger. Une assise qui offre également l'opportunité de jeter les bases d'une synergie d'action en vue d'améliorer les conditions de vie dans les lieux de privation de liberté dans les régions d'Agadez, Maradi, Difa et Zander. Merci Ben Salah depuis Zander. Initialement prévu pour finir le 30 juin prochain, donc dans moins d'une semaine, l'année académique 2020-2021 vient d'être prolongée jusqu'au 30 novembre 2021. Une décision prise de concert avec tous les acteurs concernés. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Mamoudou Joubo, PhD, explique ici les raisons de cette prolongation. Nous avons échangé donc le mercredi 9 juin 2021 avec les recteurs et tous les autres acteurs. Et nous avons estimé que la date réaliste pour achever l'année 2020-2021, l'année 2020 ayant été pratiquement achevée, en tout cas presque dans toutes les universités, sauf dans quelques filières de l'université de Maradi et dans une ou deux facultés de l'université Abdou Moumouni de Niamey, nous avons estimé et retenu comme date limite qui s'impose à tous le 30 novembre 2021. Plaise à Dieu pour que l'année 2021-2021 puisse reprendre autour du 15 décembre et se poursuivre jusqu'à juillet 2022 avec l'espoir qu'à partir de juillet 2022, nous allons normaliser l'année. Mais il faut d'abord statuer sur l'année en cours, l'année 2020-2021. Si nous devons continuer jusqu'au 30 novembre, il faut quand même penser à une période de vacances, aussi bien pour les enseignants qui ne sont pas des robots, que pour les étudiants qui ne sont pas aussi des cailloux. Et nous avons estimé que logiquement, en prolongeant l'année jusqu'au 31 juillet 2021, beaucoup de départements peuvent achever leur programme. Souvent même certaines institutions, certaines écoles peuvent même boucler l'année. Donc nous allons continuer, plaise à Dieu, et je profite pour saluer le comportement responsable des syndicats et de l'ensemble des enseignants-chercheurs et chercheurs qui ont accepté de manière patriotique, dans un élan patriotique, de nous aider, de nous accompagner pour accepter ce calendrier. Malheureusement, ils ne pourront avoir qu'un seul mois de vacances. Parce que nous avons demandé de reprendre les cours le 1er septembre 2021 pour les poursuivre jusqu'à la date convenue du 30 novembre 2021. Évidemment, cela suppose beaucoup de choses. Cela suppose qu'au niveau du gouvernement, nous avons réussi à assurer aux enseignants-chercheurs le minimum, c'est-à-dire leur salaire, les délais et le paiement de leurs droits statutaires qui sont encore en souffrance dans beaucoup d'universités. Mais conformément à l'engagement du président de la République, chef de l'État,
son Excellence Mohamed Bazoum, le ministre des Finances fait preuve d'une bonne disposition d'esprit pour satisfaire nos demandes dans la limite, naturellement, des inscriptions budgétaires. Il faut que nous ayons également les moyens de payer la bourse, de payer l'aide sociale, de ravitailler correctement les centres des œuvres universitaires, d'assurer le transport. Bref, de créer les conditions pour qu'ils ne partent pas en grève, sauf qu'ils sont imprévisibles. Le ministre des Finances, Dr Ahmad Jidoud, a lancé ce matin au centre de conférence Mahatma Gandhi les activités du Fonds de développement de l'inclusion financière. Ce fonds qui vise à développer des mécanismes de financement favorables à l'inclusion financière rentre dans le cadre de la stratégie nationale des finances inclusives du Niger, nous rapporte Nafisa Yahya et Nasser Sedou. Cette cérémonie marque le lancement officiel des activités du Fonds de développement de l'inclusion du Niger, FDIF. Un fonds qui rentre dans le cadre de la stratégie nationale de finances inclusives du Niger, dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Depuis l'adoption de cette stratégie, plusieurs mutations économiques et financières sont intervenues, aussi bien au plan national qu'au plan régional, notamment l'adoption d'une stratégie régionale de l'inclusion financière par la BCEAO, les progrès dans la réglementation. Donc c'est pour mettre en œuvre, pour prendre en compte ces différentes mutations que le gouvernement a refusé son document de stratégie, donc pour l'adopter par décret du 28 décembre 2018. L'objectif de cette stratégie est d'améliorer les conditions de vie de nos populations, notamment les femmes, les jeunes, le monde rural, grâce à un accès élargi aux services financiers. Avec un budget prévisionnel de départ de plus de 30 milliards de francs CFA, ce fonds vise à développer des mécanismes de financement favorables à l'inclusion financière à travers 4 leviers majeurs. Le guichet de crédit aux prestataires de services financiers, la facilitation pour l'accès au refinancement des institutions de microfinance, des garanties pour la sécurisation des activités risquées ainsi que des subventions techniques sous forme d'assistance technique. Le Fonds de développement de l'inclusion financière est un instrument de financement du gouvernement en matière de promotion de l'inclusion financière des populations en milieu rural tout comme en milieu urbain, mais qui sont défavorisées. C'est aussi un instrument innovant qui est destiné à accompagner les populations vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes, dans les filières de production et de transformation des produits agricoles et d'artisanat, en vue de leur permettre de s'affranchir de la pauvreté. Les femmes et les jeunes, personnes cibles de ce fonds, ont salué et affirmé leur engagement à migrer vers ce développement économique. Nous, femmes des structures fêtières, nous nous engageons à encadrer les bénéficiaires afin qu'elles soient dignes de confiance. Suivre les séquences de remboursement des crédits pour qu'elles soient à la hauteur. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais adresser mes sincères remerciements aux autorités ici présentes et à tous les partenaires au développement de façon générale, à CARE International au Niger en particulier, pour les efforts inlassables qu'ils ne cessent de déployer pour encourager l'autonomisation de la femme. Dans ce processus de développement économique, le Niger peut compter sur le soutien de ses partenaires, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne, la BOAD, le Fonds d'équipement des Nations unies, le Grand-Duché du Luxembourg et l'Agence française de développement. Le clou de cette cérémonie a été la remise des chèques symboliques d'une valeur de 500 millions de francs CFA chacune à 2 institutions financières partenaires du FDIF. Constater de visu l'état d'avancement des travaux, c'est l'objet d'une série de visites effectuées le mardi dernier
par le ministre de l'Hydraulique dans les usines de traitement et de production de l'eau potable de la ville de Niamey. Adamou Mahaman s'est rendu également sur les sites de traitement de boues de vidange ici dans le 5e arrondissement de la ville de Niamey. Retrouvons Nafissi Haya et Sadoumi. Constater de visu l'état d'avancement des travaux entrant dans le cadre du renforcement de capacité de production en eau potable dans la ville de Niamey. Tel est l'objectif de cette visite terrain du ministre de l'Hydraulique accompagné par son staff technique. Ainsi, du seuil de Goudel, l'usine de traitement d'eau potable de Goudel, le ministre a reçu d'amples explications sur les progrès enregistrés. Nous sommes très satisfaits de voir l'état d'avancement de ces travaux qui sont à plus de 95%. Il reste les derniers réglages qui vont permettre de constater sur les questions de filtrage et si l'eau elle est encore acceptable pour être reversée dans le dispositif pour être acheminée au niveau de la ville de Niamey. Donc à ce niveau, nous pensons qu'il n'y a pas de grand problème. Ça va se faire dans le cadre de nos objectifs. La première partie de notre visite, c'est toujours au niveau des travaux SPEN, au niveau du seuil de Goudel. Nous avions été aussi voir les travaux qui sont effectués par la SPEN dans le cadre d'un programme de coopération avec la Belgique qui a financé à hauteur de plus de 6 milliards ces travaux de seuil au niveau pour augmenter là aussi la capacité de la ville de Niamey en eau potable. Et cette augmentation passe par un ensemble des actions qu'ils ont prévues au niveau de ce seuil. Les travaux qui sont en train d'être réalisés par la SPEN, c'est quand même dans le cadre d'augmenter la capacité en eau potable de la ville de Niamey. C'est pour éviter des problèmes qu'on a connus quelques années antérieures avec l'étiage du fleuve, où on s'est retrouvé dans une situation en manque d'eau pour une bonne partie de la population de Niamey. Voilà des actions d'intérêt collectif. C'est l'ensemble de la population de Niamey qui va en bénéficier. Pour gagner ce pari, celui de fournir la population de Niamey en eau potable, le ministre a appelé à la collaboration de celle-ci. D'ores et déjà, des dispositions vont être prises pour atteindre cet objectif, a rappelé le ministre. Deux problèmes se posent au niveau de ce seuil de Goudel. D'abord, c'est l'occupation anarchique, comme vous l'avez constaté, par des habitants et par d'autres personnes, des infrastructures même de la SPEN, où nous avons trouvé des gens qui ont transformé cet endroit en un dortoir. L'autre aspect, c'est les terrains, les espaces qui sont prévus dans le cadre de dragage, donc du sable au niveau du fleuve. Il y a le sable qui va être dragué, mis à côté, une fois séché, amené dans d'autres endroits pour renouveler ou pour colmater certains trucs au niveau de la ville de Niamey. Là aussi, curieusement, c'est le lit du fleuve. Les habitants sont venus dire que ce sont les propriétaires terriens. Il y a quand même nécessité, comme je dis, en tant que média, de lancer un appel. Les travaux qui sont en train d'être réalisés par la SPEN, c'est quand même dans le cadre d'augmenter la capacité en eau potable de la ville de Niamey. C'est pour éviter des problèmes qu'on a connus quelques années antérieures. Voilà des actions d'intérêt collectif. C'est l'ensemble de la population de Niamey qui va en bénéficier. Et depuis presque un mois, ces travaux sont bloqués tout simplement parce que les gens pensent que le littoral, là, le lit du fleuve, les appartient. Un autre site visité par le ministre Adam Mahama, c'est la deuxième station de traitement de boue de vidange de la rive droite. Là aussi, des instructions ont été données pour que les travaux finissent à temps. Nous avons effectué 3 visites, 3 endroits différents, dont aujourd'hui, ici, au niveau de la station de traitement de boue de vidange qui a été financée dans le cadre du projet assainissement en milieu urbain qui est financé par la Banque mondiale. L'objectif, c'est de pouvoir créer un cadre pour desservir la population de Niamey en matière de boue de vidange. Et cette station, elle a été faite après la première qui a été réalisée, donc on a constaté qu'elle est insuffisante. Il fallait faire une deuxième. Et c'est dans ce sens que le projet a programmé cette deuxième station donc, qui est en train d'être réalisée. Et donc, dans le cadre du programme de 5 jours du président de la République, nous sommes convenus qu'elle fera partie des actions à terminer et à réceptionner dans le cadre de ces 5 jours. Au terme de ces visites, le ministre Adamou Mahama a tiré un bilan globalement satisfaisant des niveaux d'avancement des travaux.
Merci Nafissa Yahya. Rendons-nous à présent dans le village de Boubon, c'est à quelques kilomètres de la ville de Niamey et ce village est situé dans la région de Tillabéri. Là-bas, nos confrères du studio Kalangou se sont intéressés aux activités quotidiennes que mène Aïssa. Aïssa, c'est cette femme qui exerce le métier de poterie depuis plusieurs années. Suivez plutôt. Gargoulettes, pots de fleurs, marmites ou encore canaries sont quelques-unes des poteries de terre cuite façonnées et décorées par les femmes de Boubon. Boubon est une ville située au bord du fleuve Niger dans la région de Tillabéri. Aïssa est une potière de Boubon. Elle pratique cette activité depuis son enfance. Bismillah, irgo ka botogo, irgo bon botagano, zadana irgo koiga dai, far koiga iram kaga te gulla kan haro yelamai chamboni gidan ara kalama ma ngana ag sandugo bori iram chambo dan ara kalama sandugo bori wone no irgo te da gulla kan te firgo ag yai ban kan sundu firgo hina kul gulla no bora gudai ka haro dan ara haro yelamai gulte wai no tubuno zir kaiga in ngono in te irmo kan ta hang sidi kala ka to irize ga irmo go ga doddon ya ci ne riga teda man tindi gunguno kan ente gungun wala to gunguno den dir koy ba kala mu go samte rim dara hari. Il faut des années de travail pour maîtriser la fabrication. Elle requiert de la délicatesse et du savoir-faire. Au-delà d'être une activité artistique, elle constitue une source de revenus pour ces femmes. Wallahi irgner zongi hunza irgner milin duwaigiya ikaina ta zongun duwaigiya ikaina jere e sabandu hay zamijina no gichara kina kan gore ga taira no gichara mukair mu koy goray bo ngongo sumoro alhamdulillah irgin warai da yara yana babban karara irbun bomu da irin tayri zai sai duk ba tugo te bo ko ni chala kan biza halaka ni kan chala ma ban sai wakan sai rugo goyo tene ya. Une fois modelées et décorées, les canaries sont acheminées vers le lieu de cuisson. Ça ne se passe toujours pas bien. Surtout en période de pluie, les objets peuvent être endommagés comme c'était le cas le jour de notre passage. Malgré les difficultés, ces poteries s'exportent bien au grand bonheur de ces dames. Biya alasaru atalata kan ko sabanda larba woni na haye woda wono irman bebe na se be na ka tirse woni wo goya wo ga bu goyino bor ka je ina ga tabandi du bor sombu gumu sai nugo sunga in bai kurkaranugo iskin kal samdiyo irin kin juma sirum kin landiyo madiyo irmi pantir kalimu gori irim kagitan me kodiyo irin konde habora bai kurga dinga dai ka kan ka dai kawi borai gidanya mai borai gidai. Un mot du sport avant de boucler ce journal et c'est pour parler des préparatifs de la finale de la 47e édition de la Coupe nationale de football qui va se jouer le samedi 26 juin 2021 ici au stade général Sénou Kounché de Niamey et elle mettra aux prises l'équipe de l'Union sportive de la gendarmerie USGN à celle de l'AS Police. Ce matin, les entraîneurs de ces deux formations étaient face à la presse pour animer donc une conférence de presse. C'était au siège de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT. Le résumé avec Ibrahim Tikire et Cheb Guissou. Ce jeudi 24 juin 2021, les entraîneurs et capitaines des équipes de l'Union sportive de la gendarmerie nationale et de l'AS Police étaient face à la presse sportive. Objectif, dévoiler leur ambition pour la finale de la Coupe nationale de football prévue ce samedi 26 juin à partir de 16h30 au stade Kounché de Niamey. Côté gendarme, c'est le doublé qui est visé. Zakariaou Ibrahim et ses poulains, bien que favoris sur le papier, sont prudents. C'est aussi un objectif pour nous que de gagner cette Coupe nationale. Nous nous sommes préparés pour cette finale avec beaucoup de sérénité et d'humilité. Parce que nous sommes 7 champions
Et nous savons que notre adversaire est vraiment dans le dur. Mais néanmoins, nous allons tout faire, n'est-ce pas, pour remporter cette Dame Coupe qui nous tend les bras depuis, je crois, 3 ou 4 éditions. Donc, moi, je crois que c'est le moment pour vraiment enfin remporter aussi cette Coupe nationale qui est tant convoitée par les premiers supporters du Légion. J'ai nommé ici le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Wakasso. Donc, les membres du bureau et aussi les supporters et tous les porteurs, n'est-ce pas, de l'Union sportive de la gendarmerie. Quant à l'AS Police, il faut sauver la saison 2020-2021 et cela passe par un sacre ce samedi face à l'USGN. On va aborder les matchs comme ils viennent, c'est-à-dire que pour l'instant on va se focaliser spécifiquement pour la finale. Maintenant on aura quelques jours bien sûr pour préparer le dernier match du championnat. Selon l'avis du président, en cas de victoire, ça va nous permettre de nous maintenir. Donc pour l'instant, on va d'abord, c'est vrai, on a l'esprit pour le match du championnat, le dernier, mais pour l'instant, on va se concentrer pour la finale de demain. On aura quelques jours encore pour mettre les bouchées doubles, pour aller chercher une victoire obligatoire quand même pour le championnat. USGN AS Police, c'est l'affiche de la Coupe nationale prévue ce samedi 26 juin au stade Kounché en présence du président de la République, Bazoum Mohamed. 22 ans après, enfin, un chef d'État remettra la Dame Coupe nationale au vainqueur qui sera soit les gendarmes ou les policiers. Donc, c'est une finale entre deux corps, la gendarmerie nationale et la police nationale Ibrahim Tekri. Donc, bonne chance à toutes ces équipes. Affaire Sadat Iliad Malam, acteur de la société civile nigérienne, État du Niger, la Cour de justice de la CEDEAO a finalement tranché. Elle a condamné l'État du Niger à verser une somme de 50 millions de francs CFA à Sadat Iliad Malam, incarcéré, comme vous le savez, à la prison civile de Matamei en 2018, à la suite de la manifestation contre la loi des finances 2018. Cet après-midi, son avocat, Maître Boudal et Fred, étaient face à la presse pour expliquer le contenu de la décision de la Cour de justice de CEDEAO. Très bonne réception. J'ai tenu à vous inviter aujourd'hui pour partager avec vous et à travers vous, avec l'ensemble des Nigériens et au-delà de tous ceux qui sont attachés aux questions des libertés fondamentales, sur une question sans doute que vous avez peut-être oubliée, parce qu'elle ne vous touche que des convictions, mais qui est toujours restée pendante, à savoir l'affaire Sadat Iliad Malam contre l'État du Niger. Et au-delà de cette affaire, je dirais la question des libertés fondamentales au Niger de 2018 à nos jours. Et en conséquence, la question des détentions arbitraires qui fait toujours cours, nous avons réussi à, finalement, après 2 ans d'attente, d'avoir une décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur la question. Pour rappel, le point de départ de cette procédure, c'était le combat courant année 2018 contre la loi des finances 2018, engagé par le cadre de concertation des acteurs de la société civile nigérienne, avec la coordination nationale et au niveau des Anders, la coordination régionale, dont Sadat Iliad Malam était l'un des membres, l'un des responsables. Il y a eu au moins 26 acteurs de la société civile privés de leur liberté. Et celui qui a battu le record de détention, en tout cas d'une longue détention, était Sadat Iliad Malam. Au moins 20 mois de détention, des demandes de mise en liberté rejetées. L'affaire est partie devant la chambre d'accusation qui finalement, sur un coup d'erreur de procédure, a ordonné sa libération d'office, mais le parquet général a saisi la Cour de cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation, et l'affaire est toujours pendante là-bas. Mais sa date est libre, disons libre physiquement, mais la procédure est pendante devant la Cour de cassation. Mais dans l'entretemps, vous savez, nous avons estimé que
la procédure n'était pas essentiellement ou forcément ou seulement judiciaire et qu'il fallait profiter de cette procédure pour saisir les juridictions internationales autour des questions de liberté fondamentale et de détention arbitraire. C'est pour cela que le 28 septembre 2019, nous avons saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour constater que l'État du Niger, d'abord, toutes ces arrestations étaient arbitraires et que l'État du Niger a violé les conventions internationales. Vous savez, la procédure devant la Cour de justice de la CEDEAO, elle est longue, quoi qu'on dise. Nous avons attendu 2 ans. Le dossier a été plaidé et finalement, cette semaine, la décision a été rendue. Vous avez l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, dont je vous donnerai lecture, mais avant, lecture du moins de la substance, mais avant, je dois me réjouir d'une chose, cet arrêt a consacré un certain nombre de principes qui profitent non pas seulement à M. Sadat Iliada Malem ou à la société civile nigérienne, mais à l'ensemble de l'espace CEDEAO sur les questions de liberté fondamentale, et particulièrement au niveau de G5 Sahel, où il est aujourd'hui fréquent que les politiques invoquent toujours la sécurité nationale ou le trouble à l'ordre public pour étouffer des libertés fondamentales. Je vous dis d'abord félicitations à vous tous, puisque nous avons gagné ces dossiers contre l'État du Niger. Je vous donnerai la substance tout à l'heure, mais ce qui m'intéresse fondamentalement, ce sont les principes qui ont été confirmés ou encore des nouveaux principes jurisprudentiels désormais sur les questions de liberté, à savoir la Cour de justice de la CEDEAO a retenu, entre autres, que la sécurité nationale ne peut être invoquée pour justifier des mesures restreignant certains droits que lorsqu'il s'agit de mesures prises pour protéger l'existence de la nation, son intégrité nationale ou son indépendance politique. Elle a estimé aussi que, contrairement à ce que soutient l'État du Niger, la violation systématique des droits de l'homme compromet la sécurité nationale et peut mettre en péril la paix et la sécurité. C'est-à-dire la Cour de justice de la CEDEAO a estimé que c'est même la violation des droits de l'homme par les États qui compromet la sécurité nationale. Puisque en réalité, c'était pour battre en brèche les arguments de l'État du Niger qui disait que non, Sadat Ilia et les acteurs de la société civile étaient dans un mouvement insurrectionnel. Ce n'était pas des manifestations pacifiques. Donc la Cour de justice a bâti en brèche pour dire qu'effectivement, ces genre des arguments même compromettent la sécurité nationale. Troisième principe qu'il faut retenir, la Cour a estimé que l'État ne doit pas invoquer la sécurité nationale pour étouffer ou supprimer l'opposition politique aux violations des droits de l'homme. C'est un principe fondamental qui profite pas seulement aujourd'hui à Sadat Ilia à la société civile, mais peut-être même à l'opposition politique dans l'espace CEDEAO, puisque c'est une Cour de justice de la CEDEAO qui le dit. Quatrième principe, il y a l'intérêt national, politique ou l'intérêt du gouvernement ne sont pas synonymes de sécurité nationale d'ordre public. C'est-à-dire la Cour de justice de la CEDEAO invite l'État du Niger et les États de l'espace CEDEAO à savoir que la sécurité nationale, ce n'est pas la sécurité d'un gouvernement. Ce n'est pas la sécurité d'un parti politique. Ce n'est pas la sécurité de quelques individus qui animent l'État. C'est la sécurité nationale la définie. Elle dit qu'elle n'est pas synonyme d'un intérêt politique d'un gouvernement d'une période précise. Donc, ce sont vraiment des principes importants que nous-mêmes, nous n'attendions pas en réalité, mais que la Cour a bien voulu réitérer. Et pour d'autres, c'est pour la première fois en réalité que nous le retrouvons dans les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Aussi, la Cour a rappelé les principes selon lesquels les restrictions des réunions pacifiques ne peuvent être utilisées pour étouffer l'expression de l'opposition politique à un gouvernement, les défis de l'autorité, y compris les appels à un changement démocratique de gouvernement, des constitutions ou des systèmes politiques. Voilà en fait des acquis, ce que nous pouvons aujourd'hui considérer comme des acquis de cette décision. Ce n'est pas que Sadat Ilia a gagné, ce n'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est que l'État du Niger qui est parti aux États membres de la CEDEAO, aujourd'hui, il est obligé de respecter cette décision. Et je pense que c'est une jurisprudence qui va faire école de l'espace. Mieux, et c'est l'un des éléments les plus importants dans le dossier Sadat Ilia contre Damalam, la Cour a estimé que tous les arguments étayés par la défense de l'État du Niger ne suffisent pas à constater en quoi l'État fait immixtion dans les droits à l'exercice des libertés fondamentales de M. Sadat Ilia. Donc la Cour n'a pas trouvé comment un État peut s'y au point où il prend le mot, c'est-à-dire l'argumentation d'un acteur de la société civile à travers un média, on le déchiquette mot par mot pour trouver que non, il y a un complot contre la sécurité de l'État. Vous voyez que j'ai une pensée particulière à tous les Nigériens qui sont aujourd'hui dans la situation de Sadat Ilia.
tous ceux qui ont perdu leur liberté parce qu'ils ont émis un simple audio où ils ont exprimé leur liberté. J'ai une pensée particulière à M. Anas Jibril, qui croupit aujourd'hui dans la prison de haute sécurité de Koutoukale. Pratiquement 3 mois, sinon plus de 3 mois, sans droit de visite de son avocat. Un acteur de la société civile qui a émis un audio dans un groupe restreint, dans un cercle restreint, qui a opiné, et il n'y a aucun effet. Il n'y a eu aucun effet à la suite de son audio, mais aujourd'hui tu continues de croupir devant la prison de haute sécurité de Koutoukale. Ni droit de visite ni de sa famille, ni celle de son avocat. Je pense que cette décision va servir au moins à savoir que nous tendons aussi vers une haute condamnation de l'État du Niger si le sieur Anas Jibril continuera de garder prison à la prison de haute sécurité de Koutoukale. Mais je pense que ça ne dérange pas certaines personnes. Nous vous promettons que très bientôt nous sortirons exclusivement par rapport à la question de Anas Jibril, puisque pour lui, le dossier est pendant devant le juge d'instruction. Nous allons prendre le temps de vous réunir tous les éléments qu'il faut et le moment opportun, vous aurez tous les éléments plus graves que ceux de Sadat Iliada Malam. Donc pour revenir à notre arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, vous avez en substance la Cour s'est déclarée compétente pour connaître des litiges qui opposent l'État du Niger à M. Sadat Iliada Malam, déclare la requête de Sadat au fond recevable. 1. Constate la violation du droit à la liberté de réunion du requérant, c'est-à-dire de Sadat Ilia, par l'État du Niger, prévu aux articles 11 de la Charte africaine et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Constate la violation par l'État du Niger aussi du droit de Sadat Ilia à la liberté d'expression, prévu aux articles 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclare que l'arrestation et la détention de Sadat Iliada Malam par l'État du Niger était arbitraire et illégale en vertu des articles 6 de la Charte africaine et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Constate la violation par l'État du Niger des obligations prévues aux articles 1er de la Charte africaine et 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En conséquence, concernant la libération du requérant, constate d'abord qu'il est libéré, mais même s'il ne l'était pas, la Cour demande de le libérer immédiatement. Ordonne à l'État du Niger de payer la somme de 50 millions de francs CFA à M. Sadat Iliada Malam à titre de réparation des préjudices immatériels qu'il a subis par la violation de ses droits. Vous allez me demander, il y a combien de Sadat Iliada Malam dans ce pays? Des personnes gardées en prison 2 mois, 3 mois, 4, 6 mois, finalement on finit par un non-lieu. Et puisque nous, les Nigériens, certains ne connaissent pas leurs droits, vous allez constater que la personne qui a été gardée privée de sa liberté pendant 6 mois, après, il obtient un non-lieu, il considère que c'est la chance de sa vie. Il ne passe même pas par le rond-point justice. Pour lui, le juge va les voir par la fenêtre et les rappeler. Il est grand temps que les Nigériens comprennent que l'État ne peut pas être bandit. Il y a des règles de la République. Il est grand temps qu'on apprenne aux uns aux autres que l'État du Niger ne souffre pas de l'indélicatesse de certains agents maladroitement tapis et qui aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas dans leur patrimoine. Cette condamnation aujourd'hui, ce n'est pas dans leur patrimoine. C'est l'État du Niger qui continue. Ça ne dérange pas, vous allez me dire certains, puisque la fibre républicaine, c'est pas la chose la mieux partagée. Mais cet arrêt est hautement significatif. Et c'est d'autant plus que la Cour de justice de la CEDEAO ordonne à l'État du Niger de lui soumettre dans un délai de 3 mois, à compter de la notification du président, un rapport sur les mesures prises pour exécuter ces décisions. C'est-à-dire la Cour a un délai de 3 mois, l'État du Niger a un délai de 3 mois pour prouver que M. Sadat Ilia a été payé, c'est-à-dire les 50 millions de dommages intérêts. Ensuite, que toutes ces mesures, parce qu'il y a eu des mesures prises pour dire qu'il faut respecter les libertés fondamentales, on ne peut pas arrêter un acteur de la société civile, dire complot contre la sécurité de l'État. On ne peut pas priver les acteurs de la société civile de droit à la manifestation. Tout cela, vous allez le retrouver dans la substance et de manière détaillée dans l'arrêt qui fait au moins 55 pages. Donc, voilà la substance et la quintessence de la décision. Je pense qu'il y aura au moins l'élégance républicaine de reconnaître que
C'est notre État qui est condamné, c'est regrettable, mais nous n'avions pas d'autre choix que de le faire. Et on s'attend à beaucoup plus d'élégance politique pour que Sadat Ilia soit mis dans ses droits, qu'il n'y ait pas de remis frétins qui vont venir dire non, que ce n'est rien, on peut continuer à. C'est toujours ça, c'est là, ce qui trompe les autorités politiques et même souvent des autorités judiciaires. Dans tous les cas, la Cour a décidé et l'État qui s'oppose s'expose.